Tout d'abord, mes meilleurs vœux pour une année 2022 où j'espère qu'on va moins se voir, je vais le dire comme ça. Ça veut dire que la crise Covid sera plus sous contrôle. Et donc, pour tout le reste aussi, bonne santé et beaucoup de succès dans tous vos projets professionnels et privés. Donc voilà, je propose qu'on commence tout de suite. Fatima, tu veux dire quelque chose? Ah non, ok, ça va. Donc Non. voilà, c'est très bien. Donc voilà, donc on va commencer avec la présentation qu'on a préparée pour vous. C'est la première présentation de l'année. Donc voilà. Hop, voilà. Donc on va évidemment vous parler de la situation épidémiologique et donc l'évolution avec l'Omicron. Également, donc, lié à ça, tout ce qui est test and trace et la vaccination, donc avec un point spécifique sur la vaccination des enfants. Donc voilà la situation épidémiologique. Donc bon, comme vous voyez, donc l'Omicron est vraiment parmi nous. On a pour le moment un taux d'incidence qui a aujourd'hui dépassé les 3000 cas positifs par 100 000 habitants sur 14 jours. C'est un chiffre qu'on n'a jamais connu, donc qui est déjà beaucoup plus élevé également que le taux d'incidence qu'on a connu en deuxième vague, qui était le taux d'incidence le plus élevé. Avec donc une valeur R qui est également 1,45. Donc ça veut dire aussi que la tendance est toujours à la hausse, même si on voit que les augmentations des derniers jours sont un tout petit peu moins agressives, disons, que les jours avant. On voit également que c'est surtout donc dans les tranches d'âge des 30, de 20 à 40 ans qu'on a le plus grand nombre d'infections pour le moment. Avec les ouvertures des écoles, évidemment, on va voir ce que ça va donner au niveau des tranches d'âge plus jeunes. Et on voit également qu'au niveau des tranches d'âge plus élevé, malgré le fait qu'on a un nombre d'infections plus élevé que dans les autres régions, que là, certainement aussi lié avec le fait du taux de vaccination élevé, le taux de booster qui est aussi bien administré dans les catégories d'âge plus élevées, que le nombre d'infections reste là encore plus ou moins un peu mieux sous contrôle. Donc, on voit aussi qu'au niveau du nombre de tests, qu'on teste beaucoup et qu'on teste de plus en plus. Donc, maintenant, on va voir ce que ça va donner avec les changements de règles de testing pour les contacts au risque, etc. Mais pour le moment, on est encore à 11 400 tests par jour en moyenne sur 7 jours et avec un taux de positivité de 30% qu'on n'a jamais connu non plus. Donc, ça veut dire que presque une personne sur trois test positif, ce qui veut dire que donc, le nombre de personnes avec des symptômes a beaucoup augmenté et donc que souvent ici les gens testent positif. Alors, au niveau des hospitalisations, donc là, on voit également donc, une augmentation. On est passé de plus ou moins 350 personnes hospitalisées la semaine passée à 450 cette semaine, mais avec des personnes en soins intensifs des lits qui sont occupés, qui sont même encore un peu en diminution. Le feedback qu'on a reçu encore ce matin des hôpitaux, c'est en fait qu'on voit que les personnes en soins intensifs, c'est surtout des personnes encore infectées par le variant Delta. Donc, il n'y a pas encore de patients Omicron en soins intensifs. Des personnes donc, qui sont hospitalisées en soins intensifs et à moitié-moitié vaccinées, non vaccinées. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'au niveau des hospitalisations, il y a des patients qui arrivent qui sont avec le variant Omicron, mais pour le moment, après quelques soins dans les hôpitaux, disons, normaux, ils peuvent repartir et donc quitter l'hôpital. Donc, il n'y a pas encore des patients qui sont hospitalisés avec un variant Omicron qui sont par la suite accueillis dans les soins intensifs. Ce qui est pour le moment plutôt une bonne nouvelle, mais donc avec toute prudence à prendre parce qu'on ne sait pas encore ce que ça va donner dans les jours et les semaines à venir. Et donc, comme on voit,
Les hospitalisations ont quand même déjà augmenté pas mal la semaine passée, maar donc pour le moment encore sous contrôle. Dus eventjes de epidemiologische situatie. Dus de Omicron is absoluut aanwezig in Brussel sinds toch al 2 weken ondertussen. En blijft dus verder groeien. We zien dus dat de incidentie vandaag de waarde van 3000 heeft overschreden. Dat is de eerste keer dat dat gebeurt in de Brusselse regio en ik denk ook in de rest van België. Dus waarbij we vandaag zien dus dat we meer dan 3000 positieve gevallen hebben per 100.000 inwoners op 14 dagen tijd. Wat dus enorm veel is. En zoals u links kan zien is dat vooral in leeftijdsgroepen tussen de 20 en de 40 jaar. We gaan nu zien de komende dagen en weken wat dat geeft op de jongere mensen met de heropening van de scholen natuurlijk. En we zien eveneens dus dat op het niveau van de hogere leeftijdscategorieën, zelfs al zijn daar de incidenties iets hoger dan voor de rest van België, dat we daar toch zien dat we daar lagere infecties hebben, gelukkig. En dus waarschijnlijk omdat daar de vaccinatiegraad zeker goed zit en ook op het niveau van de booster, daar toch al heel veel mensen, bijna 80% ondertussen, een boostervaccin hebben ontvangen. Dus de incidentie en dus de infecties zijn zeer, zeer hoog momenteel en blijven ook stijgen. De R-waarde zit op 1,45, wat betekent dus dat de aantal infecties nog verder stijgen. Al is die stijging ietsje minder impressionant dan de voorbije dagen, maar we zitten toch nog altijd aan een stijging van 80% over de laatste 7 dagen. Dus het aantal testen blijft verder toenemen. Dus we zitten op 11.400 testen gemiddeld per dag, wat dus ook een record is tot nu toe. En een positiviteitsratio van meer dan 30%, wat eveneens een record is. Wat dus betekent dat ongeveer 1 persoon op 3 dus positief test. We zien dus effectief dat er heel veel van die testen eigenlijk symptomatische personen zijn. En daarnaast dus ook wel dus dat er heel wat hoogrisicocontacten toch ook wel positief testen, waar die positiviteitsratio toch ook aan boven de 20% ligt. Dus wat dus ook aangeeft dat er toch wel heel wat positieve hoogrisicocontacten ook wel positief zijn en dus ook zeer voorzichtig moeten zijn met alles wat ze doen. We zullen zien de komende dagen wat het aantal testen geeft en die positiviteitsratio met de aanpassing van de test- en trace-strategie. Maar we verwachten ons toch wel dus dat het aantal testen toch wel ongeveer stabiel zal blijven. En natuurlijk dat die positiviteitsratio nog zal toenemen, omdat we vooral gaan focussen op de symptomatische gevallen. Als we dan verder kijken naar de hospitalisaties, daar zien we dan eigenlijk dat het momenteel nog redelijk onder controle blijft. Dus het aantal ziekenhuisopnames is wel terug gestegen, waar we vorige week aan 350 bedden zaten die door COVID-patiënten werden bezet, zitten we nu aan 450 bedden. Waarbij we wel zien dat in de intensieve zorgen vandaag de cijfers nog lichtjes dalen eigenlijk. Waarbij we dus aan een 100-tal mensen zaten op intensieve zorgen, nu nog aan een 85 à 90-tal. En waarbij we dus de feedback hebben gekregen vanmorgen nog, dus dat de personen die op intensieve zorgen zijn, vandaag allemaal nog mensen zijn met een Delta-variant. En de helft gevaccineerd, de helft niet gevaccineerd. We zien wel dus dat er een aantal mensen met Omicron-variant worden opgenomen in het ziekenhuis, vandaar ook de stijging van hospitalisaties. Maar tot nog toe blijven die mensen maar kort in het ziekenhuis eigenlijk, worden eventjes verzorgd en kunnen daarna terug naar huis gaan. Dus tot nu toe nog geen mensen die vanuit ziekenhuisopname naar intensieve zorg overgaan. Dus dat is voorlopig een positief lichtje, laat ons zeggen, maar natuurlijk met alle voorzichtigheid te interpreteren en verder op te volgen in de komende dagen en weken. Dus ce qu'on voulait aussi encore quand même vous dire, c'est que donc on voit également donc que dans d'autres pays, ici on a montré l'exemple de l'Angleterre, que c'est assez normal que un nouveau variant s'installe et commence à exploser dans un contexte d'une grande ville, donc comme c'est le cas à Bruxelles. On a vu qu'également à Bruxelles, on était un peu plus vite que les autres régions, que la Flandre et la Wallonie, en nombre d'infections, etc. Et c'est quelque chose qui est logique, comme on est vraiment dans une population beaucoup plus dense à Bruxelles que dans les autres régions, qu'on voit que le pic donc des infections arrive plus vite, comme on voit ici à Londres, vis-à-vis des autres régions. Vous voyez ici que le pic à Londres est déjà passé, tandis que dans les autres régions, il est encore en train d'augmenter. Donc, on va voir un peu ce que ça va donner ici en Belgique, mais en tout cas, c'est très logique que Bruxelles était un peu plus vite que les autres régions jusqu'à présent.
En dus we zien hier ook met de cijfers van Engeland, maar die tendens zien we ook in andere landen, dat dus eigenlijk een grootstad zoals Brussel en hier zoals Londen iets sneller is met die opgang van het aantal infecties. En we zien hier de piek van, ik moet mijn pointer nemen, sorry, dat de piek van in Londen dus sneller is gekomen en hier al terug aan het afnemen is, terwijl die in de andere regio's nog verder aan het stijgen is. En dus we zien eigenlijk hetzelfde gebeuren in België, waarbij Brussel dus ook als eerste die grote stijging heeft gekend, maar we nu ook zien dat eigenlijk de andere regio's zeker ook dezelfde grote stijgingen aan het kennen zijn. Dus vandaag zit Brussel op een stijging van 80% ten opzichte van vorige week, terwijl voor gans België die op 100% zit. Dus we zien dat de stijging relatief gezien ietsje minder groot wordt in Brussel dan in de andere regio's, zelfs op dit moment al. Alors, donc, pour le variant Omicron, donc, on a commencé déjà mi-décembre à vraiment se préparer pour l'arrivée en fait du variant Omicron. On a vu que ce plan qu'on a mis en place a vraiment déjà bien fonctionné et qui nous sert justement à continuer à bien contrôler la situation au mieux. Donc, on a travaillé justement au niveau des capacités de testing, au niveau des capacités de tracing, au niveau de la vaccination et également donc au niveau de de tous les dispositifs de Covid qui doivent continuer à gérer les différents services. Et donc, au niveau des capacités de testing, on a réaugmenté la capacité, comme vous voyez. Donc, on a quand même maintenant une capacité de 12 000 tests par jour qu'on peut faire avec, en plus de ça, donc ce sont des tests PCR. Et à côté de ça, il y a encore beaucoup de tests antigènes qui sont faits par les pharmacies et d'autres qui nous permettent justement d'avoir vraiment une grande capacité de testing. On a également travaillé et on continue à travailler sur ça, d'envoyer donc les personnes qui sont asymptomatiques et par exemple qui ont besoin d'un test pour aller voyager ou pour participer à un événement, de les envoyer par les pharmacies, les laboratoires privés et donc de garder justement la capacité des centres de tests, etc., pour des tests PCR qui sont vraiment nécessaires et de plus en plus pour des personnes symptomatiques. Et donc, où justement, on a adapté également les sites brussels.testcovid.be pour justement mieux indiquer aux gens encore où ils peuvent se renseigner pour avoir un test et où ils peuvent évidemment aussi prendre rendez-vous pour un test de un de nos 8 centres qu'on a en place. Et on fait également ensemble avec tous les centres un suivi journalier pour voir que la capacité de testing reste sous contrôle. Au niveau des capacités de tracing, donc on a également donc développé des scénarios et donc ajusté ça et mis en place maintenant pour justement être sûr qu'on traite encore les cas prioritaires et qu'on assure aussi qu'on peut encore faire le suivi avec l'envoi des SMS des autres personnes. Donc, pour le moment, on appelle encore toutes les personnes qui sont positives, qu'on appelle les cas index. Donc, ce sont les scripts 1A par le call center. Donc, toutes ces personnes qui se testent positives sont encore pour le moment appelées par le call center, comme également les collectivités, donc des écoles, des entreprises, on constate qu'il y a des cas positifs. Et tous les autres scripts, donc tout ce qui est contact à haut risque, les gens qui reviennent de voyage, etc., on a maintenant, ils reçoivent un SMS avec les indications à suivre. On ne va plus les appeler parce que côté capacité pour le call center, impossible de prévoir et également d'un point de vue impact, avec un taux de continuation qu'on voit aujourd'hui, il faut vraiment gérer surtout les priorités et essayer encore d'appeler les gens les plus prioritaires. C'est là aussi qu'on prévoit encore dans les jours ou les semaines à venir, quand on voit que le nombre d'infections et le nombre de cas positifs a encore augmenté, qu'on a déjà prévu de pouvoir prioriser même encore au niveau des gens qui testent positifs, de par exemple pouvoir appeler les personnes qui ne sont pas vaccinées et d'envoyer également un SMS aux personnes complètement vaccinées, par exemple. On a également donc transmis donc les field agents, les agents de terrain. Ils vont pour le moment plus beaucoup sur le terrain. Ils vont surtout aider le call center à appeler les gens encore qui sont positifs et justement de cette manière-là encore renforcer les personnes qui peuvent appeler les cas index. Et donc on a également formé tous les call agents pour pouvoir faire ces appels qui sont un peu plus complexes.
Et donc, tout le monde est également demandé, donc toutes les personnes qui ont testé positif, d'utiliser le Citizen Form. Donc, c'est l'outil d'auto-déclaration des cas à haut risque. Et donc, toute personne qui a testé positif reçoit déjà un SMS pour justement leur demander de renseigner leur contact à haut risque via ce Citizen Form. Il n'est pas encore beaucoup utilisé, mais donc le plus de personnes qui vont l'utiliser, le plus qu'on peut automatiser les processus et le moins qu'on va encore surcharger le call center. Mais donc pour le moment, au niveau de la capacité de testing et de tracing, avec toutes les préparations qu'on a faites et la bonne collaboration avec tous les partenaires, on arrive vraiment à bien gérer les priorités et garder la situation bien sous contrôle. Alors, au niveau de la vaccination, donc on est vraiment en pleine capacité de pouvoir vacciner un maximum de personnes maintenant. Donc, où on se focalise toujours sur la première, deuxième dose et également donc la dose de booster, où on va te montrer les chiffres tantôt. On a vraiment maintenant, et on avait déjà, mais donc maintenant tout est vraiment ouvert avec des heures, des horaires le plus étendus possible et donc une large couverture géographique avec un accès très très facile au vaccin pour tous les Bruxellois avec rendez-vous ou sans rendez-vous. Et donc, on conseille toujours pour les grands centres de vaccination et les grandes antennes de quand même prendre rendez-vous pour être sûr d'avoir une place. De l'autre côté, donc, il y a des petites antennes, des petits lieux de vaccination où on peut également arriver sans rendez-vous pour se faire vacciner. Et donc, également pendant les congés de Noël, on a continué vraiment la capacité au maximum pour justement pouvoir continuer la dose de booster au maximum. On a également travaillé avec donc, et on continue à travailler avec la première ligne et nos différents centres de vaccination et centres de tests pour assurer justement qu'il n'y a pas de pénurie de personnel, donc des personnes qui sont en quarantaine, etc. Et donc pour être prêt, donc on travaille sur des plans d'emergency, donc d'être prêt pour justement quand il y a des pénuries de personnel ou quand il y a donc des priorités à mettre et qu'on peut les faire ensemble. On a également prévu pour donc les différents centres et la première ligne, donc des masques FFP2, des tests, etc., pour assurer justement que les gens qui y travaillent sont le mieux protégés possible. Et on a également donc développé des plans et des approches spécifiques pour le public fragile et donc c'est notamment pour le secteur de sans-abrisme. Et donc à côté de ça, on a également donc envoyé via différentes administrations donc une petite lettre pour demander aux différentes administrations, aux différents secteurs de se préparer au maximum pour une augmentation de nombre de cas positifs. Donc voilà, donc avec tout ce plan, on pense qu'on est vraiment au mieux prêt pour justement pouvoir gérer la situation aujourd'hui et demain et donc de pouvoir continuer donc à traiter les cas positifs au maximum et donc d'essayer de limiter les impacts justement pour toute personne au maximum pour les semaines à venir pendant lesquelles on peut attendre quand même le petit pic ou le grand pic Omicron. Dus eigenlijk hier, we zijn eigenlijk al sinds half december begonnen om ons voor te bereiden op die Omicron-piek die er nu inderdaad ook gekomen is, die ook sneller gekomen is in Brussel dan in de andere regio's. Dus we hebben eigenlijk een heel plan opgesteld vanaf mid-december, die we ook met de verschillende sectoren hebben besproken en in gang gezet, om er op die manier voor te zorgen dat we eigenlijk zo goed mogelijk de situatie onder controle kunnen blijven houden. Dat gaat er eigenlijk over dus dat we eigenlijk onze test- en onze tracecapaciteit zo goed mogelijk inzetten en zo hoog mogelijk houden om toch ervoor te voorzien dat voornamelijk de symptomatische personen nog altijd getest kunnen worden en dat we ook die blijven opvolgen via het callcenter. Dus de testcapaciteit is verder uitgebreid geweest in functie van de PCR-testen, ook antigeentesten in samenwerking met apothekers. En ook de website dus van Test COVID Brussels is aangepast geweest om ervoor te zorgen dus dat iedereen zo goed mogelijk zijn weg kan vinden. En waarbij we eigenlijk proberen vooral in de testcentra te focussen op de PCR-testen en symptomatische personen. En waarbij we dus eigenlijk de testen voor reizen en voor evenementen zoveel mogelijk proberen af te leiden naar apothekers en naar privélabo's.
We blijven ook de capaciteit dagelijks opvolgen om ervoor te zorgen dus dat we eigenlijk zeker voldoende capaciteit blijven houden. En tot nu toe loopt dat zeer goed. Op niveau van tracing, dus op niveau van ons callcenter ook, hebben we een heel plan opgezet om dus de prioriteiten goed te kunnen blijven behandelen. En dus momenteel kunnen we nog altijd alle indexpatiënten, dus dat betekent iedereen die positief heeft getest, kunnen we blijven opbellen. Dat door een team dat er speciaal voor gevormd is en dus eigenlijk alle call agents nu mogelijkheid hebben om die indexpatiënten op te bellen. En daarnaast ook hebben we dus de field agents meer ook op het bellen van die indexpatiënten gezet, om op die manier ook nog verder capaciteit rond die prioriteit dus op te voeren. Alle andere personen krijgen sinds een aantal dagen dus een sms, om op die manier ook te verzekeren dus dat zij ook nog voldoende informatie hebben. Maar langs de andere kant dus dat we de capaciteit vooral inzetten op de mensen die dat het meeste nodig hebben. Als we nu gaan zien dat dat het aantal positieve gevallen nog gaat stijgen, dan gaan we ook nog prioriteiten zetten op het opbellen van indexcases en dus andere mensen, bijvoorbeeld de volledig gevaccineerden, een sms sturen, terwijl dan dus dat de niet-gevaccineerden nog altijd gaan opgebeld worden, om op die manier ook weer opnieuw de meest prioritaire gevallen toch nog zeker een persoonlijk contact te gaan verzorgen. Dus we dringen er ook op aan om verder in te zetten op de citizen form. Dus dat betekent dus dat iedereen die positief getest heeft, toch nog wordt gevraagd om zijn contacten rechtstreeks door te geven via de online tool en op die manier eigenlijk ook dus het callcenter verder te ontlasten. Dus eigenlijk zien we dus dat op niveau van capaciteit van test and trace, dus ook de voorbereiding van de verschillende maatregelen die dan uiteindelijk bekrachtigd zijn door de SIM, hebben er eigenlijk ook toe geleid dus dat we daar eigenlijk klaar voor zijn en dat we eigenlijk de komende dagen en weken dus de Omicron nog verder kunnen blijven opvolgen, ondanks het groot aantal positieve gevallen die we gaan hebben. Daarnaast blijven we natuurlijk inzetten op vaccinatie. Zeer belangrijk. Hè. We hebben echt wel een grote capaciteit in plaats. En dus die nu echt helemaal ook op punt staat met de maximale capaciteit om elke burger die dat wenst zo snel mogelijk zijn primaire vaccinatie of zijn boostervaccinatie te kunnen aanbieden. Dus met een zeer grote geografische verspreiding, met de grote centra waar we nog best altijd afspraken maken en daarnaast ook de kleinere vaccinatieplaatsen waar mensen met of zonder afspraak terecht kunnen om op die manier dus ook hun vaccinatieschema te kunnen vervolledigen. We hebben ook veel ingezet tijdens de kerstvakantie om te blijven vaccineren en op die manier dus ook voor te zorgen dat iedereen die dat wenste toch nog een vaccin kon gaan halen. En tot slot hebben we eigenlijk ook, en werken we nog altijd heel nauw samen met dus de eerste lijn, met de ziekenhuizen en ook het personeel in onze test- en vaccinatiecentra, om er samen voor te zorgen dus dat we zo weinig mogelijk uitval krijgen in die verschillende centra en de eerste lijn. Dus dat er backupplannen zijn voorzien voor personeel, dat er maskers zijn aangeboden, dat er autotesten kunnen gebeuren en zo verder, om ervoor te zorgen dat ons personeel zo goed mogelijk beschermd is en dat er ook reservepersoneel kan ingezet worden, moest dat nodig zijn. Er is ook een specifiek plan ontwikkeld samen met de dakloze sector, om ervoor te zorgen dat we daar ook die mensen zo goed mogelijk kunnen blijven opvangen. En tot slot is er ook een brief gestuurd naar alle verschillende administraties en de verschillende sectoren, om hun ook te verwittigen dat er toch wel een grote golf van infecties aankomt en dan ook te vragen zich zo goed mogelijk daarop voor te bereiden. Dus ik denk dat we op kunnen zeggen dat op het niveau van de Brusselse regio echt sinds mid-december al, en dus dat bleek ook uit verschillende meetings, dat we daar redelijk vroeg waren om alles goed te anticiperen en in gang te zetten. Maar we plukken daar nu de vruchten van en we kunnen zeggen, denk ik, dat het voorlopig allemaal goed onder controle blijft in de mate natuurlijk van het mogelijke. Voilà, si on regarde alors au niveau de test and trace, donc je pense qu'en effet, donc, on a quand même vu une très grande augmentation. De l'autre côté, on voit également qu'il y a pas mal de gens qui ont vraiment fait des efforts pour rester responsables pendant les fêtes de fin d'année. Et donc, on ne peut que les remercier pour les efforts qu'ils ont fait ensemble avec nous.
Alors, donc pour donner un peu plus de chiffres, donc au niveau des tests, hein, on voit ici que justement que la capacité de test tient toujours la route, hein. Donc on est proche, donc ça c'est les capacités de centre de test, on est proche de 100%, mais on n'y est pas vraiment. Et on voit également que pour les jours à venir, que la capacité des réservations reste encore bien sous contrôle. Et donc où on a justement donc de plus en plus de tests en fait qui sont faits pour des personnes symptomatiques. Il y a aussi de plus en plus de gens qui utilisent les self-assessment tools pour justement demander leur code pour se faire tester, avec aussi un taux de positivité très élevé. Donc, ce qui veut dire que ces self-assessment tools fonctionnent bien, qui soulagent un peu la première ligne également pour demander des tests et qui sont absorbés justement par la capacité de mon centre de test pour pouvoir administrer surtout donc des tests qui sont générés pour des personnes symptomatiques et le self-assessment tool qui est aussi pour des personnes symptomatiques. Et à côté de ça, donc, on voit également qu'il y a pas mal de tests encore qui sont effectués pour le moment pour des personnes qui sont des contacts à haut risque, un peu moins pour les autres indications, comme vous le voyez ici. Donc, quand même très important qu'on voulait encore souligner que les contacts à haut risque ont également donc un potentiel de tester positif qui est très élevé, hein. Donc, pour les personnes qui sont entièrement vaccinées, pour le moment, il y a 20% qui testent positif avec le premier test et 23% avec le deuxième test. Pour les personnes qui ne sont pas vaccinées, il y a 36% qui testent positif en premier test et 29% en deuxième test. On sait que l'Omicron, hein, se propage beaucoup plus vite encore que les Delta, etc. Donc, c'est logique que dans le premier test, certainement avec des personnes non vaccinées, on teste encore plus positif. Donc, il y a deux messages. Donc, premièrement, évidemment, faites-vous vacciner parce qu'on voit que là aussi, on est mieux protégé. Deuxièmement, c'est évidemment aussi que quand on est en contact à haut risque, et on voit aujourd'hui que les règles sont assouplies justement pour permettre encore l'activité économique des différents secteurs et également pour soulager un peu la capacité des tests, etc. Il reste quand même important de vraiment être très, très, très prudent. Et surtout aussi, je pense qu'on ne peut pas le souligner assez souvent, de vraiment être prudent avec les contacts avec les personnes à risque. Et donc, même si on dit que peut-être que l'Omicron peut être moins agressif que le Delta, etc., vraiment faites attention avec les personnes qui sont à risque. Comme on voit, on teste encore très, très vite positif qu'on est en contact à haut risque. Donc, on va continuer à donner les virus d'une personne à l'autre. Donc, faites attention avec les personnes âgées, avec les personnes de comorbidité qui risquent d'être le plus vite hospitalisé également. Dus hier op het niveau van de testen, dus zien we eigenlijk dus dat de capaciteit nog altijd dus goed zit op het niveau van onze 8 van de 8 testcentra, pardon, waar we dus flirten met de grens van 90% ongeveer, maar waar we zien dus dat de mogelijke testen voor de komende dagen nog altijd goed de capaciteit ter beschikking is. We zien dat die elke dag mooi opvult naar 80-90%. Een stuk door mensen met reservatie en zonder reservatie. Maar dus dat voorlopig die testcapaciteit zeker voldoende is. We zien dus ook dat we vooral de symptomatische personen testen, de donkergroene curve hier, en mensen die ook een code hebben aangevraagd via de self-assessment tool. Dus een tool die zeer goed werkt en die ook de eerste lijn verder ontlast, waarbij dus ongeveer 60% in totaal van alle testen dus voor symptomatische gevallen zijn. En daarnaast dus ook nog een aantal testen momenteel voor asymptomatische personen, dus contacten hoog risico. Voornamelijk, maar die dus in de komende dagen zullen verminderen, omdat er daar minder gaat getest worden. En we willen toch meegeven ook dus dat de hoogrisicocontacten toch een behoorlijk risico hebben ook om positief te testen. Volledig gevaccineerde personen 20-23% die positief testen. Voor de niet gevaccineerde personen is dat zelfs 36% bij de eerste test en 29% bij de tweede test. Dus de grote boodschap is hier, laat u vaccineren alsjeblieft, want je bent beter beschermd om niet positief te testen. En ten tweede ook van pas toch op met je contacten, ook al moet je niet meer volledig de volledige 10 dagen in quarantaine gaan en moet je niet meer telkens voor een PCR-test gaan om de economische activiteit te kunnen blijven voortzetten en anderzijds ook de testcapaciteit wat te kunnen ontlasten. Maar dus toch wel de nodige vraag naar voorzichtigheid, omdat we zien dus dat die cijfers van positieve gevallen, positiviteitsratio bij de hoogrisicocontacten ook zeer
hoog ligt, toch echt wel de boodschap hier van wees voorzichtig met je contacten en wees vooral ook voorzichtig met je contacten met risicovolle personen. Dus probeer echt wel op te passen om geen oudere mensen te zien en om zeker ook met mensen met comorbiditeiten zeker goed op te passen als men een contact op hoog risico is, om op die manier toch te proberen dat hospitalisaties onder contrôle kunnen blijven. Je pense que voilà, on a déjà bien expliqué qu'on a la capacité de testing. Également important à dire qu'il y a quand même des personnes qui bénéficient d'une intervention majorée. Donc, ça veut dire les personnes qu'on appelle BIM. Et il y a quand même plus que 30% dans notre région qui est une personne BIM pour le moment, qui peuvent avoir des autotests en pharmacie au prix de 1 euro. Donc, où on peut avoir 4 tests maximum par personne pour une période de 14 jours. Et donc, c'est vraiment aussi un seuil qui est vraiment réduit pour ces personnes-là, pour justement permettre également de faire des autotests qui sont de plus en plus maintenant conseillés d'effectuer. Avec évidemment, donc, vraiment l'interprétation à prendre, c'est que les autotests donnent une indication qu'on n'a certainement pas un super spreader, ça ne donne pas l'indication à 100% fiable qu'on est négatif, parce que les autotests restent quand même avec une fiabilité un peu moindre que les tests PCR. Mais en tout cas, on peut de cette manière-là, avec les autotests, déjà écarter des personnes qui sont hautement contaminantes pour les autres. Donc, pour les tests antigènes, je voulais juste encore montrer qu'au niveau des pharmacies, que dans notre région, on a quand même une grosse activité justement par les tests antigéniques par les pharmacies et que proportionnellement, donc, on a 353 pharmacies à Bruxelles qui sont actives pour les tests antigéniques, mais que pendant les 3 dernières semaines de décembre, on a à Bruxelles effectué plus ou moins le même nombre de tests qu'en Flandre qu'en Wallonie, tandis que donc le pourcentage de la population est beaucoup moindre chez nous. Donc vraiment une grosse activité ensemble avec une bonne collaboration avec les pharmacies qui justement nous permettent encore d'élargir la capacité de testing dans la région. Alors, je ne vais pas parcourir ça parce qu'on va vraiment être coincé par le temps sinon. Mais donc, toutes les règles qui ont été changées justement au niveau de dépistage et d'isolement, vous trouvez toutes les informations également sur notre site internet où on a essayé vraiment d'expliquer au mieux les différents cas de figure et de renseigner les personnes le mieux possible pour encore se trouver dans tous les chemins et toutes les procédures à suivre quand on est contact au risque ou quand on est symptomatique. Donc voilà, je ne vais pas le parcourir en détail parce que sinon on va être coincé un peu par le temps. Dus misschien nog heel gauw in het Nederlands. Dus dat we eigenlijk, testcapaciteit hebben we verteld. Dus dat we eigenlijk ook voor de BIM-personen, dus eigenlijk voor de personen die een tussenkomst krijgen, dus dat daar autotesten mogelijk zijn aan 1 euro, 4 testen op 14 dagen tijd. En dus dat we ook zien dus dat daar gebruik van wordt gemaakt. Ook de antigeentest in de apotheken werkt zeer goed in het Brusselse, waarbij we dus proportioneel gezien redelijk veel apotheken hebben die daaraan deelnemen, is vergelijken met andere regio's, maar waar we zeker ook zien dat qua volumes er ongeveer het totaal aantal antigeentesten dat in de laatste 3 weken van december is gebeurd, ongeveer hetzelfde aantal is in Brussel als in de 2 andere regio's, terwijl natuurlijk Brussel veel kleiner is. Wat dus wil zeggen dat proportioneel gezien de testen in Brussel, de antigeentesten en de samenwerking met apothekers zeer, zeer goed loopt daar. Dus voilà, en dus alle regels die veranderd zijn op niveau van testing en tracing zijn dus zeer mooi uitgewerkt en samengevat op onze website, waar we dus proberen om op die manier de burgers zo goed mogelijk wegwijs te maken in al het kluwen dat er vandaag rond de test en trace allemaal bestaat. Alors, la situation vaccinale, donc on est aujourd'hui donc à 59% toujours de couverture totale, 62% en première dose, 59% en deuxième dose, avec donc pour la population de 18+, à 73% maintenant, donc d'une double vaccination. Et pour les doses de booster, on est aujourd'hui donc à 32%
pardon, de 18+, qui a été en totalité, a eu la dose de booster. Si on compare ça avec les 73% qui sont éligibles, hein, donc pour une troisième dose, on est à 45%. Hein, donc de vaccination en booster qui est possible. On voit également donc que donc on continue quand même, hein, même si c'est des très petits chiffres en première et deuxième dose, et où on a largement dépassé les 80% des personnes de 45 plus, hein, qui sont doublement vaccinées, et où on voit également que pour la dose de booster, que ce sont les tranches d'âge les plus élevées, où on a également déjà les chiffres de booster qui sont également le plus élevés jusqu'à présent. Dus op niveau van vaccinatiegraad zien we dus dat we nog blijven hangen op onze 59% van totale coverage. In de eerste doos zitten we op 62%. Dus we gaan hier wel snel boven die 60% gaan voor de ganse bevolking. Maar toch een mooi cijfer van 73% voor de 18-plus bevolking. Waar we bijvoorbeeld ook hoger zitten dan een aantal andere steden, zoals zelfs op de 12-plussers, zoals bijvoorbeeld Londen en andere grote steden, waar we dus die toch zijn voorbijgestoken ondertussen. Op niveau van de booster zien we dus dat we ondertussen 308.000 mensen geboosterd hebben. Dus dat betekent op niveau van de 18-plus bevolking dat dat 32% is. Maar als we die vergelijken dus met de 73% die een dubbeldoos heeft gehad, betekent dat dus dat we ondertussen 45% van de personen die we eventueel kunnen boosteren, ondertussen geboosterd hebben. En dat we ook zien dus dat in de hogere leeftijdscategorieën daar de booster sneller loopt dan in de iets jongere bevolking opnieuw. Dus als we dat dan vergelijken dus met de boosterdosis, als we dan kijken naar de 65-plussers, zitten we daar op 64% van de ganse bevolking. Als we dat vergelijken met dus de personen die gevaccineerd waren, al met een eerste en tweede dosis, betekent dat we bijna aan 80% zitten van de 65-plussers die ondertussen geboosterd is. En waar we dus eigenlijk ook zien, dus die 45% van de personen 18+, die dus geboosterd is geweest. En waarvan we dus ook zien dat er eigenlijk van de 372.000 personen die volledig gevaccineerd zijn, momenteel 311.000 dus kunnen uitgenodigd worden. Dus die de 2 maanden na Johnson of 4 maanden na de andere vaccins zijn voorbij gegaan. Dat aantal stijgt nog een beetje in de komende weken. Maar we zien dus eigenlijk dus dat we het gros van de mensen ondertussen wel hebben uitgenodigd. En dus dat er nu in de komende weken telkens een 10.000-tal mensen gaan bijkomen die dus verder kunnen geboosterd worden. De campagne in Brussel is iets langzamer gelopen voor de eerste en tweede dosis. Wat dus ook betekent dat ons potentieel van aantal mensen te vaccineren voor de booster daar ook ietsje trager op gang komt. En dus dat er nog in de komende maanden ook nog een zeker potentieel gaat zijn om nog nieuwe mensen verder uit te nodigen. Donc, si on regarde les chiffres donc, ici pour la dose de booster, donc comme je l'ai expliqué, on a presque à 80% des personnes de 65 plus qui pourraient avoir un dose de booster qui a maintenant été vaccinée. On voit également donc, au niveau des 18 plus qu'on a déjà vacciné donc 309 000 personnes entre-temps. Et donc, où on voit également que des 372 000 personnes qui ont été vaccinées 2 fois, qu'on peut en vacciner potentiellement 311 000 aujourd'hui. Et donc, dans les semaines à venir, encore d'autres personnes qui deviennent éligibles. Donc, après 2 mois de vaccin de Johnson ou 4 mois après les autres vaccins. Alors, la vaccination des enfants, donc on a vraiment eu un très très chouette démarrage au centre de Pacheco, donc le 22 décembre. Donc tous les créneaux qui étaient disponibles ont été remplis et donc ça veut dire que on a vacciné un peu plus que 1000 enfants dans l'espace de 9 jours. Et les feedbacks qu'on a collectés étaient très 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 positifs. Donc vraiment sur l'accueil des enfants avec l'équipe du personnel médical très spécialisé pour les enfants, etc., qui était présente.
Et donc, ça veut dire également qu'on a vraiment fait un bon pilote, un bon test qui est donc prêt et qui a déjà été élargi donc aux autres centres de vaccination depuis hier. Hein. Donc, vraiment une approche très chouette aussi en collaboration avec les Schtroumpfs, hein, et donc la collaboration qui va être aussi poursuivie et étendue aux différents autres centres de vaccination. Et donc, comme vous voyez ici, donc, il y a maintenant donc, la possibilité dans tous les centres de vaccination pour pouvoir faire vacciner les enfants, surtout évidemment pendant les heures qu'il n'y a pas d'école. Et à Pacheco, on peut également le faire pendant les horaires scolaires. Mais donc, dans tous les autres centres, on se focalise surtout sur les horaires extrascolaires. À côté de ça, donc, à côté des grands centres de vaccination, il y a aussi une participation des hôpitaux où justement on a commencé maintenant avec les cliniques de Saint-Luc et également donc l'hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola qui va être suivis par la suite et qui vont donc également vacciner des enfants qui fréquentent déjà l'hôpital pour des maladies très, très spécifiques et qui vont en profiter justement de voir les enfants et de proposer la vaccination au même moment. Et donc, on veut quand même aussi encore rappeler que la vaccination des enfants est vraiment quelque chose qui est vraiment sur base volontaire, mais pour les enfants avec des comorbidités, que c'est quand même vraiment quelque chose qui est fortement conseillé. Als we eventjes teruggaan naar de vaccinatie van de kleinste kinderen momenteel, dus 5 tot 11 jaar, dan kunnen we zeggen dat we daar in Pacheco een heel mooie piloot, een heel mooie testfase hebben afgerond, die we gestart is op 22 december en waarbij dus alle mogelijke uren die voorzien waren ook zijn ingevuld geweest. We hebben op die manier meer dan 1000 kinderen kunnen vaccineren en dus waar wij een heel mooie feedback ook hebben gekregen op het goede onthaal van de kinderen in een heel aangename omgeving in samenwerking met de Schtroumpf, met de Smurfen en daarnaast ook met de medische teams die daar ter plaatse zijn om de kinderen goed te ontvangen. Met even ook de oproep om mensen die daar zin in hebben om mee te werken aan die campagne en die dus ervaring hebben om goed samen te werken met kinderen, dat die zeker welkom zijn om onze equipes verder te versterken. Dus we hebben eigenlijk gezien dat dat concept goed werkt en dus vandaar ook dat we dat verder gaan uitrollen. En sinds gisteren dus dat het mogelijk is om in alle verschillende vaccinatiecentra, voornamelijk buiten de schooluren natuurlijk, de kinderen te kunnen laten vaccineren. In Pacheco gaan we ook verder met de uren tijdens dus de school. We zullen zien een beetje wat dat geeft en eventueel verder aanpassen. Maar dus waarbij we dus vragen om een afspraak te maken via Bruvax of het callcenter. En waarbij dus sinds gisteren eigenlijk op eenzelfde manier en ook in samenwerking nog met de Schtroumpf de verschillende kinderen in de verschillende vaccinatiecentra kunnen opgevangen worden. We hebben ook sinds vandaag start ook op met de vaccinatie van de kinderen in bepaalde ziekenhuizen. Dus om te beginnen in het ziekenhuis van Saint-Luc en zal verder uitgebreid worden in het Koningin Fabiola ziekenhuis, waarbij dus kinderen die al in het ziekenhuis komen voor specifieke aandoeningen verder zullen opgevolgd worden en verder zullen aangeboden worden om gevaccineerd te worden. En dus op die manier kunnen we zeker ook weer de kinderen die dus onderliggende aandoeningen hebben, nog een extra kans bieden om zich te laten vaccineren. Voor deze kinderen is zeer belangrijk dat ze zich laten vaccineren. Voor de andere kinderen blijft het een vrijwillige keuze. Pour finir, donc, je pense qu'aujourd'hui, avec la propagation du variant d'Omicron, il y a plus que jamais important justement de continuer à respecter au mieux donc les règles de base et vraiment de bien se protéger avec le masque et la distanciation sociale et justement d'essayer, même s'il fait froid, de se voir à l'extérieur pour justement se protéger au maximum contre ce variant qui se propage très 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 vite. Et évidemment, vraiment de se faire vacciner en primo-vaccination et en dose de booster si on est déjà vacciné 2 fois. Et donc, si on est symptomatique, de vraiment faire attention, surtout avec des contacts des personnes vulnérables, de se faire tester, se mettre en quarantaine en attendant le résultat du test. Et donc, on peut très facilement accéder à un test via
le self-assessment tool via la réservation d'un créneau dans un des centres de tests et justement aller pour un test avec un seuil très, très réduit sans vraiment mettre la pression sur la première ligne. Donc, c'est vraiment des dispositifs qui sont en place, qui fonctionnent et qui permettent justement tous les Bruxellois de vraiment se protéger et de protéger ses proches le mieux possible. Dus ik denk dat het vandaag deze slide meer dan ooit aan de orde is. Dus met de opkomst en de verdere verspreiding van de Omicron is het meer dan ooit belangrijk om zichzelf goed te beschermen. Dus zoveel mogelijk dus het masker te dragen, afstand te bewaren en goed te ventileren of mensen buiten te zien, ook al is het een beetje koud. Als we dus zeker zich ook laten vaccineren, we zien heel duidelijk dat de vaccinatie helpt in de besmettingscijfers. We zien ook natuurlijk, en er zijn ook eerste studies van, dat ook de vaccinatie ook weer helpt tegen hospitalisaties van Omicron. Dus echt wel de boodschap van laat je vaccineren, primo-vaccinatie helpt al zeker. De booster natuurlijk helpt nog meer, dus zeker laten vaccineren. En ook op het moment dat er iemand is die wat symptomen krijgt, alsjeblieft doe een autotest en laat je zo snel mogelijk ook testen. Je kan dus via de self-assessment tool of via Test COVID Brussels een afspraak maken en op die manier zeer makkelijk toegang krijgen om je te laten testen. En op het moment dat je symptomen hebt of je hoog risicocontact bent, wees voorzichtig met je contacten. Probeer zoveel mogelijk thuis te blijven en vermijd zeker contacten met personen die risicovol zijn. Donc voilà, donc je pense que même avec l'Omicron, c'est les mêmes consignes qu'on veut donner aux différentes personnes. Voilà, avec ceci, c'était un grand point quand même, avec beaucoup d'informations pour commencer l'année. Mais donc voilà, avec tout ceci, on vous souhaite tous et à tous les Bruxellois une très bonne année 2022. Maxime. Bonjour et bonne année pour le coup. Oui, merci pour la présentation. Je suis pas toujours très fort en maths, je voulais vérifier. Donc si 45%, l'inverse de 45%, ça veut dire que 55% des Bruxellois qui auraient pu aller chercher leur troisième dose ne l'ont pas fait, ou je comprends mal? Oui, tout à fait, c'est correct. Mais là, on regarde encore les personnes qui sont éligibles aujourd'hui ou demain. Hein, donc, et en réalité, il y a encore plus ou moins 50 000 personnes qui n'ont pas encore dépassé les 4 mois après leur première vaccination. Et donc, ils vont encore être éligibles dans les semaines à venir. Ah oui, oui, mais donc c'est... Mais donc ils ne sont pas compris dans ces 55%. Non, non, c'est ça, exactement. Et donc c'est Ouais, quand même donc un sur deux qui n'a... il faut encore déduire de ça plus ou moins 10%, plus ou moins. Et comme un sur deux n'a pas été, c'est quand même beaucoup. Est-ce qu'il faut refaire des campagnes sur le terrain? Dans le soir de ce week-end, vous disiez faire de la pédagogie, mais je ne sais pas si concrètement vous faites encore vous avez multiplié je ne sais combien d'initiatives. Est-ce qu'il faut tout recommencer encore pour cette troisième dose? Et vous allez faire Mais des... en plus que les trucs pratiques, je veux dire, d'ouvrir des centres. oui, c'est ça, donc toutes les actions de sensibilisation et d'information continuent également. Hein. Donc, tout ce qu'on a mis en place d'un point de vue, disons, dispositif vaccination, hein, donc on est à la capacité maximale, mais la même chose vaut pour tout ce qui est au niveau de l'information et de la sensibilisation. Et donc, aussi bien avec la première ligne, donc les médecins, avec les pharmaciens, qu'avec les ASBL, donc avec les travailleurs de rue, avec les différents acteurs de sensibilisation, donc comme des foyers, avec FDSS, comme avec les mutuelles, avec tous les acteurs qui sont impliqués, on continue toutes ces actions. Il est vrai que pendant maintenant les 2 semaines de Noël, les activités étaient un peu moindres, mais donc toutes les actions qu'on a déjà commencées depuis plusieurs mois continuent et sont même encore un peu intensifiées si on veut. Donc quelque part, je pense que là, justement, je pense qu'on fait au maximum tout ce qu'on peut pour bien
informer et sensibiliser la population. Et donc, on va voir ce que ça va donner dans les semaines à venir. En même temps, on entend également qu'il y a quand même des gens qui se posent des questions justement à l'efficacité, hein, donc Ouais. pourquoi encore se faire booster, etc. Et donc, ça sont des informations qu'on doit travailler. Et je pense que de plus d'informations qui sont disponibles sur la protection avec le vaccin de booster, de mieux que ça peut également aider justement pour encore convaincre ces gens-là aussi de prendre le booster. Et on commence à le voir, je vais présenter les chiffres de taux de positivité, hein, donc qui sont quand même moindres quand on est complètement vacciné vis-à-vis des gens qui ne sont pas complètement vaccinés. On commence également à avoir quelques études qui commencent à sortir, qui disent aussi qu'avec une vaccination de booster, qu'on est quand même encore mieux protégé pour ne pas être hospitalisé. Je pense que ça aussi, c'est vraiment quelque chose qu'on doit confirmer et avoir vraiment des chiffres concrets dans les jours à venir pour justement encore pouvoir donner à la population pour les convaincre de se faire vacciner. Et même, j'ai aussi beaucoup d'exemples encore maintenant chez des collègues et chez des amis, qu'il y a même quand même aussi pas mal de gens qui sont pas mal malades aussi avec Mhm. l'Omicron. On dit toujours que c'est pas très agressif, mais qui sont quand même fortement malades. Donc, quand même aussi le message là, certainement de se faire vacciner et également de continuer à se protéger, de vraiment être prudent, même si ça devient très compliqué, évidemment. Et est-ce qu'une piste, ça pourrait pas aussi être d'annoncer concrètement que la troisième dose est nécessaire pour avoir le CST? Parce on n'a pas encore eu d'annonce comme ça. Et on sait qu'à Bruxelles, on l'avait fait pour essayer de un peu encourager. Mais là, pour le moment, on n'entend pas ça. Je sais pas si c'était dans les tuyaux ou pas du tout. C'est des réflexions qu'on a fait qui sont en cours. Ouais. Merci. Voilà. Chris. Hallo. Gelukkig jij ook. Een vraagje over de 5 tot 11-jarigen. Vlaanderen heeft gezegd dat ze tegen eind februari die allemaal 2 keer willen vaccineren. Wat is de ambitie in Brussel? Is daar een cijfer op gepakt of een datum? Ja, ik denk dat wij nu, dus wij staan aan de startingblokken dus we kunnen sinds gisteren, kan iedereen, kunnen alle kinderen dus op verschillende plaatsen nu hun vaccin gaan halen. Dus wij gaan ook in de loop van deze week ook nog alle kinderen uitnodigen. Dus een uitnodiging sturen via mail en dan ook via de post. Dus om ook officieel uit te nodigen voor die vaccinatie. En dus op die manier kunnen we inderdaad ook voorzien dat we tegen het einde van februari iedereen potentieel 2 keer zouden gevaccineerd hebben. Dus de capaciteit is er. We spreken over een 100.000-tal kinderen. Dus niet enorm veel. Dus we moeten daar theoretisch gezien zeker toe in staat zijn. En we zullen zien nu natuurlijk, zoals altijd, van wat de respons daarop is. Ik denk eerlijk gezegd dat de verwachtingen niet enorm hoog zijn, omdat we ook zien dat bij de 12 tot 17-jarigen iets minder dan de helft van de kinderen gevaccineerd is. Dus dat het percentage van de 5 tot 11-jarigen daarboven zou komen, zou mij zeker verwonderen. Maar we zullen zien wat er de komende weken gebeurt. En we voorzien zeker zeker en vast de nodige capaciteit om het mogelijk te maken. En is er behalve die brief nog andere communicatie voorzien? We werken ook samen dus met ONE en met kind en gezin om ook via de scholen de nodige communicatie daar rond te doen. Oké. De self-assessment tool waar je het over had, hebben jullie daar ook cijfers van hoe vaak die nu gebruikt is? Je bedoelt voor de testen, de self-assessment tool voor de testen, hè? Ja, inderdaad. Ja, maar we zien nu toch wat je wel... toestand is om een test te kunnen krijgen. Ja, we zien juist, en dat heb ik juist in die grafiek getoond, dat daar toch meer dan 30% van de testen vandaag is, de testcodes eigenlijk, is aangevraagd geweest door die self-assessment tool. Dus dat was eigenlijk een 10% ongeveer, dus een maand geleden. Nu is dat naar 30% gegaan. Dat is eigenlijk dus de meeste gebruikte bron om een testcode eigenlijk aan te vragen. En dus ik denk daar opnieuw dat we zien dat dat inderdaad wel goed zijn ingang aan het vinden is. En we zien ook, want dat was ook een beetje de vrees in het begin, dat dat misschien niet gebruikt wordt dan om een testcode aan te vragen voor reizen en zo verder. Maar we zien dat daar ook de positiviteitsratio van die testen zeer hoog ligt, wat dus betekent dat dat eigenlijk wel zeer goed gebruikt wordt. Ja, oké. Je had het ook over een
de goedkope test voor een aantal mensen. Voor hoeveel was dat ook alweer? Ja, ietsje meer dan 30%. Dus in Brussel is dat toch 31% van de mensen die... Recht hebben op een ja, verhoogde tegemoetkoming, zeker? ja, inderdaad. En dat is veel hoger dan in de andere regio's ook. Oké, en wordt dat ook al echt gebruikt? Want het is niet omdat mensen het kunnen, dat ze het dan ook weten en doen. Ja, daar hebben we niet de exacte cijfers van, maar we horen dus wel van de verschillende apothekers dat effectief ook wel, dus zij ook heel proactief eigenlijk de mensen aanspreken en ook die mogelijkheid uitleggen. En dus ook het advies geven rond het gebruik van die testen en zo verder. Dus ik denk wel dat dat iets is dat zeker goed werkt. Oké. Laatste vraag. Je toonde de grafieken van Londen, hè, waar de piek nu eigenlijk al gedaan is. Hebben jullie op basis van die internationale voorbeelden een idee van wanneer we er hier zouden kunnen over zijn, de piek? Omdat je ook al zei dat het een beetje minder agressief is, de stijging. Ja, natuurlijk zit je op heel hoge aantallen en daar dan 80% op is ook nog altijd heel veel. Dus, maar er wordt vanuit gegaan dat het een heel intense piek zal zijn. Laat ons zeggen, ik wil er zeker niet mijn hand voor in het vuur steken, maar ik denk nog 2 tot 3 weken en laat ons hopen dat we dan over die piek heen zijn. Dus, dus nog geen indicatie vandaag dat we over de piek zijn in alle geval. Dus zeker niet. Oké. Ça dankjewel. Alsjeblieft. Monsieur Grégory Lenko. Voilà, désolé pour le son. J'avais une petite question concernant, en fait, vous parliez des patients avec le variant Omicron et le variant Delta aux soins intensifs et dans les hôpitaux. Comment est-ce qu'on sait plus ou moins quel est le variant qu'a chaque patient? Comment est-ce qu'on sait que finalement, il n'y a vraiment aucun patient Omicron? À chaque fois, tout est amené en laboratoire à Louvain ou ce genre de choses? Ben, il y a, vous avez raison que, on ne peut pas être à 100% sûr de ça. Mais donc, pour les personnes où on sait, où on a fait l'analyse, c'est ça qui est confirmé. Et donc, il faut savoir qu'il y a donc tous les labos fédéraux, donc, qui sont sur la plateforme fédérale. Ils font des analyses où ils vont regarder, donc, qui vont voir qu'il y a un S-gen dropout. Donc, ça veut dire qu'il y a donc une indication qu'il s'agit du variant Omicron. Et donc là, il y a quand même plus ou moins 80% des tests, je pense, qui sont faits comme ça et qu'on a cette indication de S-gen dropout ou pas. Et de l'autre côté, donc, où on fait alors un sequencing, jusqu'à présent, on a vu que presque tous les S-gen dropouts sont confirmés par des variants Omicron. Donc, le S-gen dropout est vraiment une bonne indication de dire est-ce que c'est un Omicron, oui ou non. Donc, mais c'est vrai que ce sont des chiffres plutôt indicatifs, je dirais, mais ça donne quand même de grandes tendances. Ok. Et j'avais une deuxième question en rapport avec la question de Maxime Guillermet. Est-ce que vous avez une idée au niveau des rendez-vous de vaccination, justement, si beaucoup de créneaux sont pris ces prochaines semaines? Par exemple, moi, personnellement, je fais partie de ces personnes qui ont un rendez-vous la semaine prochaine et qui se trouvent, entre guillemets, dans les 55% qui n'ont pas encore reçu la dose booster. Ouais. Est-ce que vous avez une indication que finalement, les créneaux quasiment sont tous pris ou la plupart sont pris? Oui, je n'ai pas regardé le rapport ce matin, j'avoue. Pas de souci. Mais donc, oui, on a ce genre de reporting. On voit toujours qu'il y a quand même donc, toujours des créneaux qui sont ouverts pour le moment. Mais on voit également qu'il y a certainement aussi, disons, les derniers jours, etc., que les créneaux se remplissent chaque fois un peu à la fin également. Donc, il y a beaucoup de gens qui prennent encore rendez-vous, disons, à la dernière minute. Et aussi des centres comme le centre d'Anderlecht, par exemple, où il y a encore vraiment de la capacité qui est libre et qui est ouverte. Donc, on voit quand même qu'il y a des centres qui se remplissent et on a d'autres où on voit qu'il y a, il y a encore de la place. Donc, certainement, pour nous, ça veut dire qu'on a certainement assez de capacité pour le moment et donc qu'il y a vraiment un potentiel justement de pouvoir vacciner encore beaucoup de personnes. Ok, merci beaucoup. Voilà. Maïté. Hallo, goedemiddag. En ook nog gelukkig nieuwjaar. Ik had een vraagje in verband met de zelftest, in verband met Omicron. Mark van Rans heeft al enkele keren gezegd dat het misschien best is om in de keel te testen eerst, aangezien het virus daar eerder zit.
en het dan om er vroeger bij te zijn, zeg maar. Maar Steven van Gucht heeft dan bijvoorbeeld gezegd dat we daar best nog eventjes mee wachten of zo. Dus ik vroeg mij af wat uw standpunt was daarover, gezien eigenlijk de vele infecties, zeker Omicron en zeker in Brussel, en toch de relatief lage lager dan in de rest van België vaccinatiegraad. Maar ik denk twee zaken. Hè. Ik denk, zoals ik daar juist ook zei, dus de zelftesten zijn voor mij een additioneel, een additionele filter, om het zo maar te zeggen. Hè. Dus naast alle andere maatregelen. Dus het geeft een indicatie dat je geen superverspreider bent op dat moment als je die zelftest gedaan hebt. Hè. Dat wil daarom niet zeggen dat je alle andere maatregelen zomaar overboord moet gooien. Hè. Het is niet omdat je een zelftest hebt gedaan dat je negatief bent, dat je ineens je grootmoeder 10 minuten moet gaan knuffelen. Allee, ik ben een beetje zwart-wit, maar dus we moeten echt wel zorgen dat we daar echt wel proberen om toch wel de indicatie goed te gebruiken. Hè. En in die zin denk ik dat die zelftesten zeker een toegevoegde waarde hebben. En natuurlijk, als je dan ziet dat je positief test, dat je dan zeker thuis blijft. Dus ik denk dat eigenlijk de toegevoegde waarde daarvan is. Het wil niet zeggen dat als je negatief test, dat je je zomaar alles kan permitteren. Dus ik denk dus dat is voor mij het eerste stuk. Het tweede stuk over al dan niet beter keelwissers en andere zaken en zo verder. Ik denk, zoals u aangeeft, zijn de experten daar ook over nog in discussie. Ja. Ik ben zelf geen expert, dus ik wil me daar zeker niet toe berekenen. Dus vandaar dat ik ook liever heb dat de experten daar een advies rond uitbrengen waar ze mee bezig zijn. En eenmaal dat er dan is, dat we dan samen kijken hoe we dat op de best mogelijke manier verder kunnen implementeren. Maar in afwachting, zoals ik zei, denk ik wel dat het zeker een goede additionele drempel is eigenlijk om zich toch te beschermen eigenlijk, en ook andere mensen te beschermen. Oké, dankjewel. Alsjeblieft. Evgenie. Oui, bonjour. J'ai 3 petites questions. Je voulais savoir si vous avez le nombre de personnes, d'enfants qui sont hospitalisés à cause du Covid. Des enfants? Ça, j'ai pas d'idée. Je suis désolée. D'accord. Et alors, pour revenir aux assouplissements des règles de quarantaine et l'incitation à faire des autotests, est-ce que vous savez si la région bruxelloise a la capacité, les stocks suffisants d'autotests pour répondre à cette demande, vu que le variant Omicron est quand même fort transmissible? Je pense que c'est un marché qui est assez bien développé, qu'on a pour le moment pas mal de stocks qui sont disponibles, aussi bien dans le supermarché que chez les pharmacies, que aussi chez nous, chez Iris Care, on a aussi des stocks disponibles, par exemple, pour les agents de terrain et le personnel dans les maisons de repos et des centres de tests de vaccination, etc. Donc là, je vois pour le moment pas vraiment une indication avec lesquelles on devrait s'inquiéter. D'accord. Alors, dernière question. Pfizer a annoncé un vaccin adapté à Omicron pour environ le mois de mars. Est-ce qu'une 4e dose est déjà à l'étude? Je pense que ce sont certainement des choses qui sont en réflexion et de nouveau rien de concret pour le moment. Et donc, je pense que dès que ce sera concret, que vous aurez aussi des informations. D'accord, parfait. Merci beaucoup. Voilà. Alors, comme il n'y a plus de questions, je propose qu'on arrête ici. Un tout grand merci en tout cas et bonne journée. Protégez-vous bien. Merci. Tot ziens. Dag. Bedankt. Merci beaucoup. Au revoir. Dag. Au revoir.